Il y a 1 an et demi, j'étais encore étudiante en médecine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elena, j'ai 26 ans et de 2016 à 2022, j'ai fait 7 années d'études pour devenir médecin. Je suis devenue médecin, j'ai commencé mon internat en novembre 2022, suite aux ECN que j'ai passés en juin 2022. Et donc pendant 1 an, j'ai exercé en tant que médecin, en tant qu'interne à l'hôpital. Et finalement, en novembre 2023, j'ai décidé d'arrêter définitivement mon internat et de ne pas devenir médecin. Mes études de médecine, globalement, d'un point de vue scolaire, elles se sont bien passées. J'ai fait une vidéo où j'explique en détail tout mon parcours en médecine et les raisons pour lesquelles j'ai voulu arrêter médecine. Qu'est-ce qui m'a poussée à prendre cette décision et quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées qui m'ont donné envie d'arrêter. Je ne reviendrai pas sur ça dans cette vidéo parce que je l'ai longuement expliqué dans une autre vidéo. Par contre, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu devenir médecin finalement, qu'est-ce qui a fait que finalement le métier de médecin ne me convenait pas, ne me correspondait pas, qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans ce métier et dans le système médical. Et j'expliquerai aussi le cheminement que j'ai eu entre le moment où j'arrête mes études en novembre 2023 et aujourd'hui, comment je suis passée de interne en médecine aux Antilles à j'habite seule dans les Cévennes, perdue dans une montagne avec mon copain, mes chèvres et mon chien. Quelles sont les différentes étapes par lesquelles je suis passée, l'accompagnement d'étudiants en médecine, pour quelles raisons est-ce que j'ai fait ça et où j'en suis aujourd'hui par rapport à tout ça. Et un petit peu toutes les étapes de ce cheminement qui a duré 1 an et demi et où j'en suis aujourd'hui finalement par rapport à tout ça. Déjà, la raison pour laquelle j'avais voulu être médecin, en tout cas les deux choses qui me questionnent et me passionnent depuis que je suis plus jeune, c'est comprendre comment on peut aider des humains à être plus heureux et plus épanouis dans leur vie et comprendre pourquoi on tombe malade, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on a des symptômes et comment on peut résoudre ces symptômes. Et la première raison pour laquelle j'ai voulu arrêter ces études de médecine et j'ai finalement pas voulu devenir médecin, c'est que ces 7 années d'études m'ont permis de réaliser que finalement, médecine ne me permettrait pas de répondre à ces deux questions. Déjà, on ne va pas au bout des choses, dans le sens justement de répondre à cette première question qui est pourquoi ou qu'est-ce qui nous rend malade. On s'arrête en général à l'explication physiopathologique des maladies et on va rarement chercher à comprendre ce qui, dans le quotidien de la personne, l'a rendu malade. Ou en tout cas, si on le fait, j'ai eu vraiment la perception qu'on ne mettait pas en place des choses suffisamment efficaces pour permettre de prévenir les récidives et au-delà de ça, de prévenir les maladies de façon plus globale. Qu'est-ce qui fait que 2 personnes qui vont fumer pendant 20 ans, une va développer un cancer ou une tumeur des poumons, une va développer une pathologie cardiovasculaire et une autre non? Comment ça se fait qu'avec un même facteur de risque environnemental, on n'obtient pas les mêmes pathologies chez 2 humains? Quels sont tous les autres facteurs qu'on ne développe pas et qu'on ne creuse pas en médecine? C'est ce qui m'a frustrée pendant ces années d'études, de ne pas comprendre pourquoi on n'allait pas au bout de cette question, ce qui aurait, selon moi, permis de mieux comprendre comment prévenir les maladies et donc comment prendre soin des patients qu'on recevait à l'hôpital ou en cabinet. Je pense que les causes profondes de nos symptômes ne sont pas vraiment étudiées en médecine. Les causes psychosomatiques sont un petit peu reléguées à un ou deux items de psychiatrie comme quelque chose de un peu à part et qui ne prend pas une place, selon moi, qui est très importante dans toutes les pathologies et tous les symptômes qu'on peut vivre. Et donc,
pour moi, c'est une des raisons qui m'a beaucoup frustrée également. Toute cette part-là, elle est dévalorisée en médecine. On a une espèce de stigmatisation de la part psychologique des maladies. Il y a tout un côté un petit peu, on ricane un peu, genre oui, non mais cette patiente, elle est psy. Alors c'est pas la majorité des médecins ne sont pas comme ça, mais il y a toujours un petit peu cette culture-là, je trouve, dans la génération de médecins qui précède la nôtre peut-être, où il y a ce côté un peu moquerie, un peu stigmatisé de certains types de patients, de certains types de malades qui vont avoir justement des symptômes qui n'ont pas forcément une explication physiopathologique hyper précise. Et donc forcément, comme ça sort du cadre auquel on est habitué, d'explication physiopathologique, comme c'est quelque chose qu'on n'explique pas parce qu'on nous a appris, on a tendance à le stigmatiser. Moi, ça m'a beaucoup frustrée parce que pour moi, cette vision des choses, elle fait qu'on traite le symptôme sans prendre en compte la cause des maladies. Et donc, du coup, on néglige tout cet aspect-là psychologique qui, pour moi, est présent dans toutes les pathologies et tous les symptômes qu'on peut expérimenter. Et donc, finalement, on ne va pas prendre en compte une des principales composantes qui fait que les gens peuvent tomber malades dans leur vie. Et au-delà de ça, une des principales composantes qui va nous permettre de faire en sorte que les gens comprennent pourquoi ils sont malades et puissent faire en sorte de ne plus l'être. Et prendre cette décision en connaissance, les décisions qu'ils prennent par rapport à leur santé en connaissance de cause. Et donc finalement, ce qui pour moi était hyper frustrant là-dedans, c'est que j'avais vraiment la sensation que la façon dont on soignait les gens en médecine en France, c'est un peu comme si il y avait une fuite dans un toit et en gros on prend des seaux d'eau pour vider l'eau qu'il y a dans la pièce ou on nettoie le sol, j'en sais rien, on nettoie le sol, on refait la peinture, on refait les murs, on nettoie tout, on refait le papier peint par exemple et on ne répare pas la fuite dans le toit. Pour moi, c'est la même chose. Et donc après, on se demande, mais mince, mais pourquoi ça a re-abîmé les murs et ça a re-abîmé le sol et ça a redéfoncé la peinture et tout. Je ne comprends pas pourquoi ça a fait ça. Bah, en fait, justement, pour moi, c'est ce qui est extrêmement frustrant avec la médecine aujourd'hui, c'est le fait de ne pas aller chercher à réparer la cause du problème. Alors évidemment, une part qui est prise en compte, mais pour moi, c'est largement insuffisant par rapport à l'impact que peut avoir les décisions qu'on prend, l'environnement dans lequel on vit, les choses que l'on fait au quotidien sur notre santé. Et donc finalement, pour moi, ce que je ressentais, c'était qu'on n'aidait pas les patients à ajuster ce qui les avait rendus malades, on traitait les symptômes plutôt que la cause. Et donc finalement, c'était pour moi extrêmement frustrant de ne pas pouvoir aller au bout de cette question de pourquoi les gens tombent malades et comment je peux les aider à aller mieux. Finalement, j'ai réalisé avec le temps que médecine ne me permettrait pas de répondre à cette question et je pense que c'est ce qui a généré énormément de frustration sur les dernières années et qui a fait que petit à petit, je me suis complètement désintéressée et démotivée de mes études. Et j'avais toujours de bons résultats sur le plan scolaire, mais je ressentais vraiment un vide à l'intérieur de moi et la perception que ce que je faisais ne m'intéressait plus. J'avais mis ça sur le compte du burn-out, de la fatigue. Je me suis dit, c'est à cause de ces plusieurs années d'études, on commence à fatiguer, c'est normal. Sauf qu'en fait, je ne me rendais pas compte que ce n'était pas le travail qui m'épuisait, c'était le décalage entre la personne que j'étais à l'intérieur de moi, ce que j'avais envie d'être, ce que j'avais envie de développer, les questions que je me posais, et la personne que j'étais à l'extérieur pour répondre aux attentes du système académique, des études dans lesquelles j'étais. Et je pense que c'est ce décalage qui a créé cet énorme sentiment de fatigue, de désintérêt, de démotivation et qui a fait qu'au bout d'un moment, en fait, j'avais plus d'énergie et j'avais plus envie de me lever le matin parce que tout simplement, j'avais pas envie de me lever pour vivre une vie qui n'était pas la mienne en fait, vivre un quotidien qui n'était pas celui que j'avais choisi. Mais à ce moment-là, j'avais encore beaucoup de mal à m'en rendre compte parce que tout simplement, j'étais entourée que de personnes qui sont en médecine et j'avais beaucoup de mal à prendre du recul par rapport à tout ça. Et donc, je mettais vraiment ça sur le compte de la fatigue, le burn-out, sans me questionner sur qu'est-ce qui fait que moi, je fais un burn-out
et une autre personne qui vit la même chose que moi, qui vit les mêmes difficultés, voire même qui a d'autres difficultés supplémentaires que ce que moi je vis, ne va pas faire un burn-out dans ces études-là. Je n'avais pas le recul pour me poser ce genre de questions-là. Et de façon un peu plus générale, ce qui fait aussi qu'on ne se pose pas ce genre de questions en médecine, c'est, je pense, notamment le fait que dans ces études, soit les études médicales ou d'autres grandes études, on est sélectionné sur notre capacité à apprendre beaucoup de choses, mais surtout à d'une certaine façon, se soumettre à cette connaissance, c'est-à-dire accepter une autorité scientifique qui va donner un cadre et accepter ce cadre comme le savoir, la connaissance, et on met cette connaissance, ce savoir sur un piédestal. Et pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles, pendant ces études, on oublie le côté humain, en fait, et on oublie nos priorités, parce que justement, on va favoriser cette autorité scientifique ou cette autorité, l'autorité de la fac, l'autorité des professeurs. On va se soumettre à ça, en fait. Et donc, on va se soumettre à quelque chose, à une façon de penser, en fait, de façon plus générale. Et donc, pour moi, ça altère notre esprit critique, notre capacité à créer du lien, à comprendre, en fait, un être humain et ce qu'il vit dans son quotidien, parce qu'il y a une forme de soumission à des algorithmes de prise en charge, à des chiffres, des normes qu'on nous a données, tout un tas de notions de connaissances qu'on doit emmagasiner. Et comme, justement, on est sélectionné sur cette capacité à se soumettre, justement, à ces connaissances-là, en fait, finalement, à la fin, plus on avance, plus on a été capable d'accepter ça. Et donc, je pense que c'est ce qui fait notamment que sur la fin, beaucoup d'étudiants sont en grande souffrance, mais ne sont pas capables de mettre un terme à ce qui les fait souffrir, ou en tout cas de changer le comportement qui fait qu'ils ne se sentent pas bien dans leur vie de manière générale. Et ça m'amène au deuxième point que je voulais aborder dans cette vidéo, qui est que, après avoir vécu ça pendant plusieurs années et avoir finalement pris la décision de sortir de cet environnement, j'ai voulu créer la solution à cette problématique parce que je me sentais directement concernée, parce que j'avais vécu cette problématique, mais aussi parce que mon frère et ma sœur sont en médecine, la plupart de mes meilleurs amis sont en médecine, et donc forcément, ça me tient à cœur énormément de solutionner cette problématique et de comprendre pourquoi ce système d'études fait qu'autant d'étudiants sont en souffrance, comment ça se fait que les chiffres en termes de santé mentale sont aussi dramatiques pour les soignants et pour les étudiants en médecine. Et au-delà de cet aspect personnel qui faisait que je me sentais touchée par cette problématique, il y a aussi l'aspect plus global qui est que si les personnes qui prennent en charge la santé de la population sont dans cet état de santé mentale et dans ce paradigme de connaissances scientifiques, etc., et de ne pas aller chercher la cause profonde des symptômes et des maladies, pour moi, c'est forcément délétère pour la population et ça ne permettra pas aux personnes d'être en meilleure santé, d'être plus heureux et plus épanouis comme ce que je souhaite. Et donc, c'est pour moi une problématique qui est hyper importante et que j'avais vraiment envie de résoudre. Et donc, pour résoudre cette problématique, je me suis formée, j'ai travaillé sur moi, je me suis fait accompagner, j'ai vu plusieurs types de thérapeutes pour comprendre ce que j'avais vécu, comprendre comment aider les étudiants et surtout essayer de comprendre quel était le problème en fait finalement. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ces études soient aussi difficiles? Et il n'y a pas que médecine, je prends l'exemple de médecine parce que c'est les études que j'ai connues, mais je pense qu'on peut faire le parallèle avec d'autres études. Qu'est-ce qui fait et qui crée cette souffrance chez les étudiants? Et donc, ce que j'ai compris avec mon parcours personnel, mon expérience et l'expérience d'étudiants que j'ai accompagnés, c'est que la plupart des étudiants qui sont dans cette souffrance, c'est des personnes qui, à travers cette soumission à la connaissance qui va crescendo pendant nos études, ils se sont déconnectés de leur cœur, de ce qui est fondamental pour eux, de ce qui est important, de ce qui les anime. On a été sélectionnés là-dessus. Dès la PACES, on nous demande de mettre de côté ce qui est important pour nous pendant 1 an pour passer un concours. Et donc,
on est capable de le faire parce que mettre de côté ce qui est important pour soi, pour un objectif, pendant 1 an, c'est faisable. Un corps humain est capable de gérer ça. Par contre, mettre de côté ce qui est important pour soi pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans, parfois même pendant 40 ans, au bout d'un moment, on commence à avoir des symptômes dans notre quotidien qui nous alertent sur le fait qu'on a des priorités auxquelles on ne répond pas. Et donc finalement, comme on est sélectionné là-dessus, je pense qu'on développe une forme de résilience, une forme de compétence, en fait, de capacité à se couper de ce qui est important pour nous et donc à se soumettre finalement aux priorités des personnes qui nous encadrent au lieu de suivre nos propres priorités. En fait, on va mettre les priorités de nos chefs, de nos profs, de la fac, etc. sur un piédestal, on va les survaloriser, on va y répondre et on va mettre de côté tout ce qui est important pour nous, donc notamment les activités artistiques, le sport, notre famille, nos amis, toutes les choses qu'on aime faire, on va les mettre de côté en pensant que c'est temporaire et qu'on va juste faire ça pour la PACES, puis juste faire ça pour l'externat, puis pour l'internat, puis pour les ECN, et en fait finalement, globalement, ça continue toujours dans cette direction-là. Et on va mettre de côté nos propres priorités pour se soumettre à ce qu'on attend de nous, pour être un bon étudiant en médecine, donc faire nos gardes, réviser nos partiels, avoir de bons résultats et être présent en stage, être suffisamment investi en stage, faire notre internat. Et finalement, tout ça, on continue pendant l'internat, pendant tout le cursus pour avoir son poste, surtout dans les spécialités, avoir son poste de chef de clinique dans tel ou tel hôpital, avoir, je sais pas quel poste ou je sais pas, un travail de thèse qui nous intéresse. Ou en fait, on va continuer à se soumettre à ce système-là pour obtenir l'étape d'après en fait, parce que finalement, pour valider tout notre cursus, que ce soit ce qu'on nous demande pendant l'internat ou tout ce qui est avant ou tout ce qui suit, on va nous demander d'être capable de nous subordonner aux valeurs de nos chefs, en fait, aux valeurs, aux priorités de nos chefs. Et donc, leurs priorités deviennent les nôtres. Et donc, je trouve qu'il y a une sorte de confusion qui se crée où, justement, pour les personnes qui se retrouvent à vouloir arrêter médecine, comme ça a été mon cas et comme des personnes que j'ai accompagnées, finalement, on se retrouve dans une sorte d'état un peu confus où on ne sait même plus quelles sont nos priorités. Parce que pendant tellement d'années, on a mis de côté nos priorités et on s'est subordonné aux priorités de nos supérieurs hiérarchiques. Finalement, on ne sait même plus ce qui est important pour nous. On ne sait même plus ce qu'on aime, on ne sait même plus ce qu'on veut faire de notre vie. Si on nous enlève médecine, on ne sait plus qui on est. On a une forme de crise identitaire, en fait, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que je veux. Et donc, ça nous réenferme dans ce système parce que même si on est arrivé à un point de rupture, on a vécu un burn-out, on ressent des émotions qui sont intenses, qui font qu'on a envie d'arrêter, on est parfois incapable de le faire justement à cause de cette confusion qui se crée d'avoir pendant si longtemps mis de côté ce qui était important pour nous. Et en plus, ce mécanisme, il est un peu insidieux, un peu bâtard parce qu'on nous tient souvent sur ça sera mieux après en fait, genre tu fais ta PACES et après tu vas passer en P2, ça va être cool. Puis non, après c'est l'externat, mais après ça va être cool, tu vas passer les ECN, puis tu seras tranquille. On te dit l'année des ECN, la D3 c'est la préparation, enfin la 5e année c'est la préparation pour l'année des ECN, puis l'année des ECN, maintenant des EDN, on passe le concours, puis on se dit voilà après l'internat ça va être cool. Et en fait à chaque fois, on nous tient sur cet avenir, cette promesse d'un avenir qui vaut le coup de tenir, avec cette impression qu'il y a quelque chose de radieux qui nous attend en fait. Et donc, on tient sur ce truc-là en se disant, en lâchant de plus en plus de ce qui est important pour nous, parce que forcément il y a une certaine accoutumance. Pendant l'externat, on en donne beaucoup, puis finalement on nous dit que l'internat ça va être cool, et en fait finalement pour beaucoup l'internat c'est encore plus difficile que l'externat. Donc finalement, on lâche de plus en plus au fur et à mesure parce qu'on s'habitue tout simplement à notre niveau ça devient notre zone de confort en fait, ce niveau d'inconfort devient notre zone de confort. Et en plus de ça, souvent, du fait d'avoir mis de côté aussi tout ce qui était important pour nous, on s'est un peu isolé, on est un peu entouré
quasi que de personnes qui sont en médecine, en tout cas beaucoup de personnes qui sont en médecine. Et donc finalement, autour de nous, la plupart des gens vivent la même chose, ressentent la même chose que nous. On ne communique pas forcément beaucoup sur à quel point c'est difficile parce que c'est encore un peu tabou de mal vivre ses études. C'est pas encore quelque chose de OK dont on parle avec ses amis, etc. C'est encore un peu honteux, je pense. En tout cas, pour ma part, ça l'était. Et au-delà de tout cet aspect-là, de toute la partie, toute cette idée qu'on va obtenir quelque chose, un environnement, une vie dans laquelle on va se sentir mieux plus tard, il y a aussi 2 autres éléments qui sont challengeants au moment où on veut arrêter. C'est que déjà d'un côté, on est dans des études et un métier qui est très valorisant. Donc on a un statut social qui fait qu'on se sent utile, on a l'impression qu'on va faire un métier qui a du sens. Et donc quand on vit une perte de sens dans un des métiers qui est censé avoir le plus de sens, ça crée aussi énormément de confusion. Et au-delà de ça, en plus, c'est un métier qui est bien payé et donc on a aussi ce truc de se dire mais je perds quelque chose où je vais gagner ma vie, où je vais être stable financièrement, où je vais être valorisée, où tout le monde reconnaît ça comme un métier important et utile. Et donc c'est extrêmement difficile de passer de cette situation qui est très confortable pour ces différentes raisons et aussi parce qu'on s'est habitué à notre inconfort pour aller vers l'inconnu total où justement on n'a aucune notion de ce qu'on aime et de ce qui nous rend heureux et donc finalement c'est super difficile d'envisager une autre direction, d'envisager quelque chose de clair et c'est rare d'avoir des étudiants qui savent ce qu'ils veulent et qui savent vers où ils veulent dans quelle direction ils veulent aller, quelles études ils ont envie de faire, dans quoi ils veulent se réorienter. En général, ils ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire et ils sont complètement perdus du fait justement de cette subordination à des valeurs qui ne sont pas les leurs. Et justement, ce que moi j'ai vécu à travers tout ça et tout ce que j'ai compris de ce système-là, ça m'a donné envie de sortir de ce modèle-là pour retrouver mon libre arbitre, retrouver mes valeurs, retrouver mes priorités. Et donc en fait, pour sortir de ce modèle-là, je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai suivi un autre modèle en fait. J'ai rencontré des personnes qui étaient entrepreneurs, qui avaient une entreprise où ils aidaient des personnes. Donc j'ai vu en eux la possibilité d'évoluer et de vivre quelque chose dans lequel j'aurais plus de liberté et j'aurais plus la possibilité d'être ce que je suis vraiment. Et donc je me suis subordonnée à un autre modèle qui était finalement le modèle de l'entrepreneuriat. Et donc cet autre modèle est devenu ma nouvelle prison, entre guillemets. Genre je me suis retrouvée dans un autre système avec d'autres codes, d'autres valeurs, d'autres priorités. Et encore une fois, je me suis subordonnée aux valeurs d'autres personnes. Aussi parce que je pense que justement, j'avais cette habitude-là de me subordonner aux valeurs de quelqu'un. Et donc, j'avais du mal, je pense, à discerner ce qui était important pour moi. Et donc, ça a pris longtemps, ça a pris du temps avant que je me rende compte que entre novembre 2023 et aujourd'hui, j'étais en fait complètement subordonnée à un autre modèle qui était le modèle de créer une entreprise. Là où, au fond de mon cœur, j'avais vraiment envie d'aider les étudiants en médecine qui se sentent pas épanouis dans leurs études, qui se sentent pas à leur place, qui ont vécu la même chose que ce que j'ai vécu, à devenir plus épanouis, à retrouver leurs priorités, à remettre du sens dans leur quotidien. Ça, c'était hyper important pour moi et ça me touchait vraiment profondément et je l'ai vu à travers plusieurs expériences que j'ai eues dans cette année et demie où j'ai accompagné des étudiants. Mais d'un autre côté, il y avait énormément d'injonctions sur tout un tas d'autres choses. Le fait d'avoir une entreprise, vivre de cette entreprise, gagner de l'argent pour pouvoir en vivre, accompagner suffisamment de personnes, être suffisamment utile à la société. Et toutes ces petites notions-là ont fait que je me suis encore une fois un peu perdue parce que au fond de mon cœur, j'avais vraiment envie d'aider ces personnes, d'aider les étudiants à être plus épanouis. Et d'un autre côté, je ressentais énormément de pression, énormément de stress par rapport à des peurs qu'on a tous qui sont de ne pas avoir suffisamment d'argent, de ne pas être suffisamment utile.
Et c'est des choses sur lesquelles le milieu entrepreneurial appuie beaucoup. On appuie beaucoup sur ces peurs-là chez les personnes qui veulent développer une entreprise parce que ça peut être super moteur parce que justement c'est ce qui peut nous motiver. Sauf qu'en fait le problème c'est que quand on est motivé par une peur, par l'extérieur, ça recrée des symptômes dans notre quotidien. Donc en fait j'ai revécu une seconde fois de l'épuisement, du stress, de l'anxiété, etc. Et donc de nouveau, je me suis dit, merde, en fait, je suis perdue. C'est juste que je suis plus capable de travailler, j'y arriverai jamais, je sais même pas ce que je veux, je sais pas où j'en suis, etc. Et donc j'ai vécu de nouveau cette espèce de crise, de crise existentielle en fait, je sais pas ce que je veux faire de ma vie et je suis vraiment paumée, quoi. Je me suis dit, t'es vraiment paumée dans ta life, ma pauvre. Et en fait, j'ai réalisé après coup, il y a quelques semaines, quelques mois, que finalement, toutes ces injonctions autour de créer une activité rentable, de gagner ma vie, etc., ça avait complètement éteint la flamme d'inspiration que j'avais à l'idée d'aider des étudiants ou d'aider des humains de façon générale à être plus heureux et plus épanouis dans leur vie. Ça m'avait complètement coupé de ça et finalement, j'étais encore une fois en train de prendre une tangente qui m'éloignait de ce qui m'inspire et de ce qui me touche profondément et de ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin et que j'ai une vraie pulsion de vie, quoi. Et finalement, ce chemin que j'ai emprunté à travers l'entrepreneuriat pendant 1 an et demi, ça m'a appris énormément de choses et finalement j'ai eu l'impression à un moment que je m'étais encore une fois perdue, mais avec le recul je me rends compte que c'était le chemin et que finalement tout ce que j'ai vécu pendant cette année et demie, ça m'a apporté énormément. Et sans ça, j'aurais pas été capable d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Et donc finalement, je suis même pas sûre qu'on peut se perdre concrètement parce que je pense que c'était le chemin et que sans ça, j'aurais pas réussi à en être là aujourd'hui. Et il y a quelques mois, je pense il y a 2-3 mois, j'ai voulu me détacher de ce modèle aussi pour écouter mon cœur et créer ce qu'il y avait au plus profond de moi. Et donc j'ai commencé à prendre plus de temps pour faire ce qui était naturel pour moi, donc les choses que je fais spontanément dans mon quotidien. Essayer de lâcher l'attente de gagner suffisamment d'argent avec mon entreprise, voir ce qui émerge quand je me laisse de l'espace et que j'arrête de me dire que je suis censée faire ci ou ça. Et donc, j'ai pris beaucoup de temps entre, je pense, septembre et aujourd'hui pour laisser de la place et laisser de l'espace. J'ai fait une formation d'1 semaine de breathwork qui m'a vraiment beaucoup aidée, je pense, à créer de l'espace justement et à lâcher aussi beaucoup de peurs et beaucoup d'attentes que j'avais. Et finalement, à l'issue de cette formation et d'un autre séminaire sur la mission de vie, la raison d'être, etc., j'ai vraiment eu une prise de conscience sur, finalement, ce que je veux faire de ma vie, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce qui est important et naturel pour moi. Et donc, aujourd'hui, je n'ai pas envie de rentrer dans une dynamique de créer une entreprise, de créer un projet concret, etc. J'ai vraiment envie de me laisser la liberté d'explorer les différentes formes que peuvent prendre ce qu'il y a dans mon cœur, comment je peux aider des humains à être plus épanouis, passer du temps avec des animaux, passer du temps à cuisiner et à prendre soin de mon environnement, comment je peux passer plus de temps à faire ça et comment le fait d'être nourrie par ça pourra me donner la possibilité peut-être de gagner de l'argent un jour. Et comment je peux aujourd'hui réussir à gagner pile ce qu'il faut d'argent, j'en ai pas besoin d'énormément aujourd'hui, pour être en sécurité, pouvoir manger et vivre convenablement, tout en me laissant l'espace pour avoir l'opportunité de créer ce qui est vraiment au fond, ce qu'il y a vraiment au fond de mon cœur en fait. Et en fait, j'ai réalisé justement que la peur du regard des autres était encore hyper présente et je pense que ça nous concerne tous. La peur du regard des autres nous empêche de faire ce qui nous inspire le plus dans notre vie. Et finalement, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que j'avais envie de me poser plus souvent cette question de qu'est-ce qu'aujourd'hui je ne m'autorise pas encore à faire parce que j'ai peur du regard des autres. Qu'est-ce que
qu'est-ce que j'évite, qu'est-ce qu'il y a au fond de mon cœur et que je ne développe pas ou que je ne laisse pas s'exprimer, de peur de ne pas être validée socialement, de ne pas être normale, de ne pas être ancrée, de ne pas être... Enfin voilà, qu'est-ce que j'ai encore, qu'est-ce que je brime encore à l'intérieur de moi. Et j'ai réalisé qu'à force de me poser cette question, il y avait plein de choses qui étaient présentes depuis des années dans mon cœur, comme des choses que je voulais vraiment réaliser et que je ne m'autorisais pas à vivre, notamment le fait d'adopter des chèvres et d'avoir un potager. J'ai eu un petit potager l'année dernière, mais c'était loin de ce que j'ai au fond du cœur et de ce que j'ai vraiment envie de créer. Et pareil pour les chèvres, ça faisait longtemps que j'en avais beaucoup dans ma vie sous différentes formes, qui n'étaient pas à moi, mais j'en voyais beaucoup dans ma vie. Et là, j'ai pris la décision d'en adopter il y a quelques semaines et j'en parlerai un petit peu plus tard pour ne pas perdre le fil, mais clairement, ça a été une des meilleures décisions de ma vie et c'était tellement simple en fait depuis le début. C'était juste caché derrière tout un tas de peurs de ne plus appartenir à un groupe en fait, ne plus appartenir à un groupe social, être perdu, être perché, être à l'ouest, rien faire de sa vie. Toutes ces peurs-là en fait qui m'empêchaient de m'autoriser à juste avoir des animaux. Et ça me fait penser à une citation que j'ai lue il n'y a pas longtemps de Emerson qui dit « Je l'ai plus ». N'allez pas où le chemin peut mener, allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Voilà, c'était ça. Et en fait, je trouve que cette citation, elle m'a vraiment aidée à m'autoriser à être vraiment moi. Parce que je me suis dit, en fait, finalement, si toutes les personnes qui ont inventé des trucs de ouf s'étaient dit, il faut que je rentre dans le cadre, il faut que je sois comme les autres, il faut que je sois normale, il faut que je sois insérée socialement, il faut que j'appartienne à un groupe, il faut que je me soumette à une grande profession qui existe. Si ces personnes avaient fait ça, toutes les choses les plus extraordinaires qui existent aujourd'hui n'existeraient pas. Et donc, finalement, qu'est-ce qui peut le mieux me laisser l'opportunité d'exprimer qui je suis vraiment et donc d'offrir au monde le meilleur de ce que j'ai à offrir? Et en quoi le fait de m'autoriser ça, c'est un cadeau pour moi et pour l'humanité tout entière. Et en fait, pour chacun d'entre vous, c'est le cas. Qu'est-ce que aujourd'hui vous ne vous autorisez pas à vivre, à faire, à être, qui pourrait être un cadeau pour l'humanité? Et je sais que cette question, si on me l'avait posée il y a 1 an, j'aurais pas su y répondre parce que j'aurais eu l'impression que j'avais rien de spécial, rien à offrir, rien à apporter, etc. Et aujourd'hui, finalement, j'ai pas créé grand-chose d'extraordinaire, mais je sens au fond de mon cœur l'opportunité, la possibilité de créer quelque chose de vraiment super. Et ça ne sera peut-être pas une nouvelle révolution dans le monde médical, mais ce sera peut-être quelque chose qui pourra transformer la vie de plein d'autres êtres humains. Et finalement, c'est bien suffisant et je n'ai pas besoin d'un prix Nobel pour valider le fait que ce que je fais a du sens, parce que maintenant, je le sens au fond de mon cœur que ça a vraiment du sens. Je pense que le fait d'avoir peur de ne pas être accepté socialement, d'être en marge, d'être un hippie, etc., c'est une peur qui est hyper rationnelle, qui est hyper connectée au fait qu'on a besoin de vivre en groupe. On est des êtres vivants sociaux, on vit ensemble, etc. Et donc on a dans nos besoins le fait d'être validé et accepté socialement. Sauf que finalement, je trouve que cette vision d'être un hippie, être en marge, etc., elle est relative et on est tous le hippie de quelqu'un. Je pense qu'on a tous une personne qui pense qu'on est un peu perché sur tel ou tel sujet. Et donc finalement, la question, c'est pas tellement d'être un hippie ou ne pas être un hippie, c'est juste quand quelqu'un te regarde avec son système de valeurs, tu as peut-être l'air d'être en marge et d'être perché et d'être à l'ouest. Mais en fait, ce qui compte, c'est qu'est-ce que toi tu penses de ce que tu fais dans ton système de valeurs. Et finalement, moi, ça m'a beaucoup aidé de voir les choses comme ça parce que je pense que je ne valorise pas énormément l'argent. Et le fait d'être dans le milieu entrepreneurial, ça m'a donné l'impression que je devais valoriser l'argent et que c'était essentiel de valoriser l'argent. Et aujourd'hui, je ressens pas du tout le fait que l'argent c'est inutile. Je pense que c'est très utile et que c'est le meilleur moyen d'accéder à tout ce qui nous fait rêver et tout ce qui est utile de manière générale dans notre vie.
Mais je pense qu'avoir pensé que c'était une priorité pour moi, ça m'a éloignée de ce qui était vraiment important pour moi. Et je me rends compte que là, aujourd'hui, financièrement, je n'ai pas de ressources stables, mais je me sens beaucoup mieux comme ça que quand j'étais stable financièrement dans mes études de médecine. Et je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux. Je pense que m'autoriser à vivre et à exprimer ce qui m'inspire le plus, ça peut me permettre de gagner ma vie et d'une façon qui pourra me permettre de réaliser d'autres projets que j'ai, de construire des choses, etc. Et justement, l'idée, c'est plus de se dire comment je peux trouver un juste milieu si aujourd'hui l'argent n'est pas une énorme priorité pour moi. Comment je peux trouver un juste milieu entre ce que je valorise et ce qui est hautement important pour moi et en quoi l'argent peut m'aider à construire des choses et à accéder à des choses en lien avec mes plus hautes valeurs et mes plus hautes priorités. Et justement, je pense que moi aujourd'hui, j'ai vraiment réalisé que en ce moment, je préfère avoir peu d'argent, mais pouvoir faire ce qui est important pour moi dans ma journée. Et donc, finalement, je réalise vraiment qu'aujourd'hui, je préfère vivre comme ça, dans cet environnement, en étant vraiment pleinement épanouie, avec peu d'argent, que avoir mon salaire fixe tous les mois et avoir des idées suicidaires tous les soirs quand je rentre chez moi. Et je pense que c'est un choix et j'ai de la chance de pouvoir faire ce choix. Aujourd'hui, j'ai une situation qui me permet de pouvoir prendre cette décision-là. Et je sais que c'est une chance et j'en suis vraiment profondément reconnaissante. Et finalement, je pense que c'est une belle leçon pour moi d'avoir compris que l'argent n'était pas une de mes priorités, en tout cas pas parmi mes 3 plus hautes priorités. Et ça me permet aussi de m'aimer pour ça en fait et d'aimer la part de moi qui valorise, enfin de m'aimer en fait pour ce que je valorise et de ne pas m'en vouloir de ne pas valoriser l'argent. L'autre peur que j'avais et que je pense qu'on a tous aussi, qui est hyper inconfortable quand on veut arrêter médecine et faire autre chose, c'est la peur de me tromper. J'avais vraiment peur de « et si je prends la mauvaise décision, si je regrette d'avoir arrêté médecine, si l'entreprise que j'ai développée finalement c'était pas ce que je voulais faire, si je mets du temps et de l'énergie dans des choses qui finalement n'étaient pas ma priorité ». Et en fait, avec tout ce que j'ai vécu ces 3 dernières années et le travail que j'ai fait aussi qui m'a permis de connecter vraiment à de la gratitude pour tout ce que j'ai vécu, pour médecine, pour la période où j'avais des idées suicidaires et de vraiment aimer ces moments-là et voir ce qu'ils m'ont apporté, en quoi ils m'ont fait grandir et le cadeau que ça a été pour moi en fait, en quoi aussi vivre tout ça, ça a été une merveilleuse prise de conscience qui m'a amenée vers là où je suis aujourd'hui. Tout ça en fait, ça me permet, et même chose pour l'entrepreneuriat en fait, de voir les personnes que j'ai rencontrées, les choses que j'ai vécues, les formations et les séminaires que j'ai faits, tout ce que j'ai appris, à quel point ça m'a permis de grandir, de m'aimer plus, d'aimer plus mes proches, ma famille, etc. Et de ressentir plus d'amour de façon générale. Tout ça, en fait, ça me permet vraiment d'avoir une certitude dans le fait que je ne peux pas me tromper, en fait. Je ne peux pas me tromper parce que tout ce que je vis m'amène dans une direction qui est la bonne, en fait. Il ne peut pas y avoir de mauvaises décisions, il ne peut pas y avoir d'erreur en fait. Et finalement, cette réalisation, je pense que ça a été une des plus précieuses cette année parce que déjà, ça me permet de vivre avec beaucoup plus de légèreté la prise de décision et les questions que je peux me poser parce que je ne sens pas de côté dramatique ou de peur de faire une erreur en fait. Je vois vraiment à quel point avoir appris à aimer ces moments qui pour moi étaient les plus douloureux de ma vie, ça m'a donné la possibilité aujourd'hui de ne plus avoir peur de faire le mauvais choix. Et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus cette année d'avoir cette croyance-là. Et donc finalement, tout ça m'amène au dernier point que je voulais aborder, qui est que malgré le fait qu'aujourd'hui je ne coche pas toutes les cases, je coche même pas beaucoup de cases. J'ai pas de voiture, j'ai pas de travail au sens propre, au sens stable du terme. J'ai pas de salaire fixe, j'ai pas de vacances instagrammables ou de trucs à partager exceptionnels si on prend les critères de la société.
Et malgré le fait que j'ai pas ça, je coche pas ces cases-là, j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Je me suis jamais sentie aussi calme, aussi sereine, aussi certaine d'être au bon endroit. Et je pense que c'est le, c'est vraiment, c'est vraiment extraordinaire pour moi. Et c'est vraiment émouvant pour moi en fait de réaliser que tout ça, c'est le fruit d'1 an et demi de réflexion et de questionnement. Ça me, ça me touche parce que je pense que ça m'aurait donné beaucoup d'espoir il y a 1 an et demi, ou il y a 3 ans, qu'on me dise tu peux dans quelques mois, quelques années changer complètement comment tu te sens et tu peux avoir un sentiment de plénitude et de joie quasi constant. Je pense que ça m'aurait beaucoup aidé d'entendre ça il y a quelques mois, il y a quelques années, parce que je suis passée par beaucoup de phases de doute, beaucoup de questionnements, et je ne trouvais pas beaucoup autour de moi d'interlocuteurs qui me donnaient autant d'espoir que ce que je ressens aujourd'hui par rapport au fait de vivre une vie qui m'épanouit. Et je pense qu'un des trucs hyper importants que je voudrais partager par rapport à ça, c'est que c'est pas parce que aujourd'hui tu as tout pour être heureux que tu es forcément heureux. Et c'est OK en fait. Ça peut être hyper culpabilisant parce que tu peux avoir l'impression que tu coches toutes les cases, tu as une voiture, tu as un travail, tu as une copine, tu as un copain, tu as tout ce qu'il faut pour être heureux, ta famille est en bonne santé, etc. Mais tu ne te sens pas profondément heureux au fond de toi. Et c'est pas de ta faute en fait, c'est juste que on nous apprend pas, on t'a pas appris à faire ce qu'il faut pour être heureux et surtout à comprendre tes symptômes physiques et psychologiques et autres qui sont là aujourd'hui pour t'alerter sur ce qui te rend pas heureux et ce qui te rend heureux dans ta vie. Et ça, on ne nous l'apprend pas, donc c'est pas de ta faute si aujourd'hui tu te sens pas heureux malgré le fait que tu as tout ce qu'il faut pour. Et la seule façon en fait d'être vraiment heureux dans ta vie, c'est de suivre tes valeurs et tes plus hautes priorités, faire ce que tu aimes le plus au monde. Et ça peut paraître simple dit comme ça, mais finalement c'est le challenge d'une vie entière de, je pense, passer le plus de temps possible dans ce qu'on aime le plus au monde. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on nous exprime comme étant la priorité d'une vie, alors que finalement, c'est pour moi le facteur principal pour être heureux et épanoui dans sa vie aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu une personne qui est dédiée à ce qu'elle fait, qui est profondément épanouie dans son travail, et quel que soit le travail, que ce soit un pharmacien, un médecin, un serveur, un restaurateur, n'importe quel métier en fait, n'importe quel travail, un berger, un fermier, n'importe quelle personne qui est dédiée et profondément inspirée par ce qu'il fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la différence que ça fait d'être servi par un serveur ou servi par un restaurateur qui est passionné par ce qu'il fait, être soigné par un médecin qui est passionné par ce qu'il fait. La différence que ça fait dans votre vie à vous, ça doit être pour vous le moteur pour aller vers ce qui vous inspire vraiment, pour offrir ça au monde en fait, et offrir cette qualité de présence et cette qualité de soins ou de tout ce que vous pouvez avoir envie d'offrir. Offrir ça aux autres, c'est magnifique je trouve, et je pense que c'est quelque chose qu'on nous dit pas assez en fait, que c'est ça le plus important. Et que finalement, quel que soit le métier, que ce soit un psychologue, n'importe quel thérapeute, quelles que soient ses qualifications, n'importe quel soignant, n'importe quel métier, en fait, si tu es dédié à ce que tu fais et que tu aimes profondément ça, tu vivras une vie profondément heureuse et tu rayonneras autour de toi et tu illumineras les gens autour de toi et tu les autoriseras à faire la même chose aussi. Et je trouve que ça, c'est le plus beau dans le fait de s'épanouir, c'est qu'en s'épanouissant, on ne fait pas de l'ombre aux gens en fait, on donne juste l'autorisation aux autres de faire pareil. Et ça peut paraître un peu simple parfois de dire, bah voilà, suivre ses valeurs, suivre ses plus hautes priorités. On pourrait se dire, bah ok, mais comment ne pas tomber dans l'inaction, du coup, comment ne pas arriver dans une espèce d'état d'esprit où justement bah, on n'a plus rien envie de faire. Et je pense que c'est un peu
le challenge que j'ai rencontré ces derniers mois où justement je me questionnais, je me disais mais tu fous rien de tes journées, tu fais rien de concret, tu travailles pas, tu n'avances pas, tu construis pas, etc. Et en fait, ce que je peux vous partager par rapport à ça, c'est que la meilleure question dans cette situation-là, c'est déjà, je pense, dans un premier temps, de reconnaître tout ce qu'on fait, même quand on a l'impression de rien faire. Parce que quand tu as l'impression que tu fais rien, en fait, tu fais déjà énormément de choses et tu fais surtout ce qui est naturel pour toi. Et je pense que apprendre à aimer ne pas être productif, ne pas être discipliné, sortir de l'injonction à faire, produire, construire, avancer, développer, etc. Tout en évitant de tomber dans l'autre extrême, justement, où on va dévaloriser ces choses-là et on va faire la guerre et on va devenir un anti-discipline, on va devenir un anti-discipline, un anti-objectif, quoi. Et éviter justement de tomber dans cet autre extrême. Je pense que c'est important de comprendre qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien qu'on est obligé de faire en fait. Je pense que un des très bons exemples pour ça, c'est les animaux en fait, qui vivent leur vie et ils ont en priorité le fait de faire ce qui est hautement important pour eux, qui est se nourrir, se déplacer, trouver de l'eau, se reproduire, etc. Et c'est naturel chez eux de suivre leur plus haute priorité. Et je le vois avec le chien qu'on a avec Bastien, en fait, qui sa plus haute priorité, c'est passer du temps avec nous et s'amuser et jouer. Et en fait, il n'y a rien qui peut l'empêcher de faire ça, en fait. C'est vraiment, elle va naturellement exprimer ce qui est hautement important pour elle. Et aujourd'hui, ce qui nous empêche d'exprimer ça, c'est justement toutes les règles sociales et toutes les normes sociales qui font qu'on a l'impression qu'on doit faire des choses, on doit avoir un travail, on doit avoir une voiture, on doit avoir une vie bien rangée, répondre aux attentes de toute la société, etc. Et en fait, tout ça, c'est des choses qu'on s'impose et qui, si on revient, on prend un peu de temps pour se poser et pour réfléchir, en fait, personne ne peut nous imposer ça à part nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on s'auto-impose, de se dire non mais c'est normal, je devrais acheter une voiture. J'ai pas de voiture, je devrais acheter une voiture. J'ai pas de travail, je devrais chercher activement un travail. Là, réveille-toi ma grande, qu'est-ce que tu fous de ta vie? Tu devrais chercher un travail. Et finalement, tout ça, toutes ces injonctions-là, elles font que ça nous limite, ça nous empêche d'aller vers ce qui est hautement important pour nous. Et je sais qu'il y a, une espèce de petite histoire que j'aime bien. Bon, je vais sûrement très mal la raconter, mais c'est l'histoire de, je ne sais plus comment ça s'appelle, la théorie du pêcheur mexicain ou un truc comme ça. Ça fait un peu fumeux comme ça, mais en vrai, c'est un bon exemple. Où finalement, je crois que c'est un pêcheur mexicain qui est passionné par la pêche, il adore pêcher, c'est ce qu'il préfère faire. Et je ne sais plus qui vient, un Américain, qui lui dit « mais en fait, tu ferais mieux de devenir chercheur d'or parce que la pêche, ça rapporte rien. Tu devrais chercher de l'or, comme ça, après, tu vends ton or et tu gagneras plein d'argent. Et avec cet argent, tu pourras t'acheter du meilleur matériel de pêche et tu pourras pêcher le week-end, en fait, sur tes jours de repos. » Et en fait, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais le pêcheur, il comprend pas. Il comprend pas pourquoi il devrait passer sa semaine à faire quelque chose qu'il n'aime pas et qui ne l'inspire pas pour gagner de l'argent, pour le week-end ou quand il a du temps libre, s'il n'est pas épuisé, il puisse aller faire ce qu'il aime le plus au monde, qui est pêcher. En fait, finalement, il dit à l'Américain, mais pourquoi je ne vais pas juste pêcher et je mange mon poisson et en fait, je fais ce que j'aime le plus au monde, j'ai à manger et j'aurais peut-être pas un meilleur bateau, ou j'aurais peut-être pas un bateau pour pêcher, peut-être que je pêcherais juste avec ma canne à pêche, mais au final, je ferai ce que j'aime le plus au monde. Et je trouve que moi, ça m'a donné une leçon de ouf de me dire, mais en fait, pourquoi je vais pas pêcher tous les jours de ma vie, faire ce que j'aime le plus au monde et j'aurai de quoi me nourrir si je fais mon potager, par exemple, si je fais le parallèle avec ce qui est important pour moi. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de tout le reste? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter des vêtements de marque, d'acheter j'en sais rien, des bijoux, des sacs? Est-ce que j'ai vraiment besoin de partir en vacances
un mois, tous les ans, à l'autre bout du monde? Ou est-ce que justement le fait de faire ce qui est le plus important pour moi, de vivre le bonheur quotidien, de réaliser ce qui est le plus important pour moi, justement, ça va pas me permettre de ne plus avoir envie de m'évader en fait, ne plus avoir besoin d'acheter des choses pour me sentir moins vide, de partir en vacances pour avoir l'impression de m'évader, de me relaxer sur mes week-ends, de me détendre après ma semaine de travail et donc d'avoir besoin d'argent pour dépenser dans des choses qui me permettent de me détendre. Et je veux surtout pas, c'est clairement pas des choses que je juge parce qu'aujourd'hui encore, je prends du plaisir à manger au restaurant, à sortir et je serais probablement très heureuse de pouvoir partir faire un beau voyage, etc. Et c'est pas des choses que je juge comme inutiles, etc. Pas du tout, au contraire. D'ailleurs, même ça peut être une de vos priorités et si c'est le cas, aimez-vous pour ça en fait et vous avez le droit d'avoir comme priorité l'envie de voyager. Mais par contre, ce que je voudrais amener, c'est que moi, ce que j'ai vécu personnellement, c'est que depuis que j'ai mes chèvres et que je vois mon projet de potager qui arrive, que je vois aussi les choses que je vais pouvoir créer pour les étudiants en médecine sans forcément être rémunérée pour ça, depuis que je vois que j'ai plus d'obligation de faire des choses, mais que je fais juste ce qui, moi, m'inspire et me donne envie de me lever le matin, en fait, depuis ça, je ressens quasiment plus de besoins matériels, je ressens plus l'envie de m'acheter de choses qui n'ont pas un lien direct avec ces choses-là. Donc à part acheter des graines, des outils pour le potager, des trucs en lien avec les chèvres, etc., je ressens plus l'envie comme j'avais pu avoir avant, de m'acheter des vêtements, de m'acheter des choses comme ça. Et je ressens plus tellement l'envie de partir en vacances parce qu'en fait, la vie que je vis au quotidien me draine pas, au contraire, le soir, je suis vraiment excitée de ce que j'ai vécu dans la journée et heureuse de ce que j'ai vécu dans la journée et j'ai envie que d'une chose, c'est d'aller me coucher pour recommencer le lendemain. Et en fait, du coup, je ressens plus le besoin de vacances, je ressens plus le besoin de voyage et donc finalement, la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Et si toi, par exemple, tu te dis, bah ouais, mais quand même, il y a des choses comme ça dont j'ai encore envie, etc. Est-ce que tu as déjà essayé dans tes journées, de faire ce qui est le plus important pour toi pendant des jours et des jours? Est-ce que tu as déjà essayé tout simplement? Parce que je pense que sans avoir essayé, on ne peut pas projeter ce qu'on ressentira quand on se sentira vraiment profondément rempli de l'intérieur et à quel point justement on n'a plus besoin de se sentir rempli par l'extérieur dans ce cas-là. Et donc si je devais résumer, construire une vie alignée avec ce qui est hautement important pour soi, pour moi c'est dans cette situation-là, on n'a plus besoin de rien. Construis-toi une vie où tu fais ce qui est le plus important pour toi et tu n'auras plus besoin de rien. Et je pense qu'il y a un autre élément que j'aimerais ajouter à tout ça, c'est pour les personnes qui ont vécu une situation de burn-out, d'épuisement professionnel ou autres symptômes psychologiques un peu lourds. Je pense que c'est OK aussi, après une période de surproductivité pendant des mois et des années, d'accepter une période de moins productivité, tout simplement parce que naturellement, naturellement, la vie s'équilibre et donc si j'ai vécu une période de surproductivité, c'est OK de vivre une période de moins productivité derrière et pas forcément voir ça comme le burn-out, la maladie et se dire voilà, il va falloir que je guérisse et quand je serai guérie, ça ira mieux. Plus voir ça comme j'équilibre en fait. J'ai passé tellement de temps à consacrer ma vie à ce qui n'était pas important pour moi qu'aujourd'hui, une de mes priorités potentiellement, ça peut être de me reposer et de prendre du temps pour moi et c'est OK. Et avec ça, ne pas justement confondre ça avec le fait de se laisser aller en fait et de abandonner tout objectif justement en opposition à la surproductivité, les objectifs, la discipline, etc. Essayez de trouver un juste milieu et de transcender et inclure toutes les parts de soi, apprendre à aimer en fait la part de soi qui est disciplinée et qui nous a rendus disciplinés pendant toutes ces années et aimer aussi la part de soi qui est capable de parfois rien faire et dans ce rien faire, voir aussi la richesse de ce qui peut émerger de ces moments où on s'autorise à
rien produire de concret. Et aussi capter, ça se répète peut-être un peu avec ce que je disais tout à l'heure, mais capter aussi à quel point parfois ce qu'on aime le plus et ce qu'on fait le plus naturellement, on voit ça comme quelque chose de simple et de facile parce que pour nous c'est tellement évident de le faire qu'on ne réalise pas à quel point ça peut être compliqué pour d'autres personnes. Et donc il peut y avoir parfois cette impression après un burn-out en fait je fais rien, etc. Essayer d'arriver à voir en fait en quoi les choses qu'on fait naturellement sont exceptionnelles pour d'autres personnes. Parce que je sais que moi, par exemple, une de mes habitudes, c'est de faire à manger midi et soir, même matin, midi et soir, tous les jours, tout le temps. Ça me prend, je pense, au moins 1 heure ou 2 par jour de le faire. Et pour moi, c'est évident en fait. C'est quelque chose de spontané. Pour moi, ça ne fait pas partie de quelque chose d'utile ou d'important. Je ne le valorisais pas. Et maintenant, avec le recul, je me rends compte à quel point pour d'autres personnes, c'est pas du tout naturel. Et donc, je suis juste en train de vivre dans mes valeurs les plus hautes et de faire ce qui est le plus important pour moi. Et donc, je vous donne cet exemple-là pour que vous puissiez réussir à faire le parallèle avec ce que vous faites naturellement, comme par exemple être une maman, comme par exemple s'occuper de sa maison ou faire à manger, comme faire du sport, comme différentes choses qu'aujourd'hui vous percevez peut-être pas comme faire quelque chose de concret, mais qui en fait c'est juste vos valeurs les plus hautes. Et vous aurez toujours l'impression que ce qui est dans vos valeurs les plus hautes, c'est facile, ça ne vous demande pas d'effort, c'est spontané. Et c'est justement ça aussi qui vous permet de mettre le doigt sur ce qui est hautement important pour vous. Et moi je sais que quand le matin je me lève et que je dois escalader la montagne pour aller voir mes chèvres, voir où elles sont, prendre soin d'elles, etc., j'ai l'impression d'être en vacances. J'ai l'impression que en fait, je vais faire une balade, quoi. J'ai pas du tout l'impression que c'est un effort. Et ça pourrait me donner l'impression que ça ne peut pas devenir un travail. Mais en fait, c'est, je pense, la définition qu'on a socialement du travail qui a un peu tendance à créer de la confusion. On voit le travail comme quelque chose de pénible, de difficile. D'ailleurs, je crois que la racine latine du travail, c'est labor, donc ça ressemble à laborieux. C'est un peu le truc genre pesant, lourd, etc. Et c'est ce qui fait que je pense on a autant de mal à identifier ce qui nous est notre truc en fait, notre raison d'être, notre mission, parce que en fait quand tu es en train de réaliser ta mission, ce qui est le plus prioritaire et le plus important pour toi, c'est naturel et spontané, tu as l'impression de faire quelque chose d'évident. Et je pense que c'est ce qui crée de la confusion. Là où on se dit je dois souffrir, je suis censée travailler, je suis censée produire un effort, c'est censé être un effort, ça peut nous perdre et faire qu'on a du mal à identifier cette fameuse mission, quoi, ce truc pour lequel on est fait. Je pense que je vais terminer là-dessus parce que ça doit faire un moment et je ne veux pas faire non plus des vidéos trop longues pour que justement ça puisse être clair aussi pour vous. Et il y a un dernier truc sur lequel je voudrais conclure qui est que l'expérience que j'ai faite ces 3 dernières années m'a permis vraiment de comprendre que en fait, la vie est magnifique et extraordinaire quand on s'autorise à laisser de l'espace pour ce qu'on aime profondément, qu'on s'autorise à être pleinement soi-même, à vivre en accord avec ce qui est hautement important pour soi. Et ça peut être vraiment pas simple de avancer, de sortir des schémas et des modèles dans lesquels on est, mais ça, en fait, ça a une valeur qui est inestimable et je pense que je me remercierai jamais assez de tout ce que j'ai fait ces derniers mois pour me rapprocher de ça. Et je pense que si j'avais un message pour toi, ce serait fais-toi ce cadeau d'accueillir qui tu es, d'accueillir tes envies, d'accueillir tes rêves, de reconnaître ce que tu es, qui tu es, et de ne pas essayer de chercher à rentrer dans une case, à rentrer dans le rang, à être comme les autres, etc. Parce que tant que tu vas essayer de te soumettre à une norme, tu ne pourras pas être pleinement toi-même. Et il n'y a pas de chose plus magnifique que d'être pleinement toi-même, pour toi et pour les autres.
c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire et le plus beau cadeau que tu puisses faire à tes proches et à toutes les personnes que tu as rencontrées dans ta vie, de t'autoriser à être toi-même et à exprimer qui tu es. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça te touche, s'il y a des choses qui te parlent, partage-moi dans les commentaires ce que tu as ressenti, les choses dans lesquelles tu t'es reconnu. Si tu as des questions sur comment faire en fonction de ce que tu vis, partage-moi ce que tu vis dans les commentaires. Je serai très heureuse de te lire et de répondre à chacun d'entre vous pour vous apporter peut-être mes conseils ou mon soutien dans cette période-là de votre vie. Et franchement, lâchez pas, continuez à avancer et à essayer d'exprimer pleinement qui vous êtes. Prenez soin de vous, prenez du temps pour faire ce qui est important pour vous et je vous partage beaucoup d'amour et beaucoup de soutien pour les challenges que vous vivez aujourd'hui. Et sachez que ça vaut le coup et que vous accéderez un jour chaque jour un peu plus, vous accéderez à une vie qui vous rend profondément heureux.